Le choc m'a fendu le crâne, l'odeur métallique du sang, le vent des Alpes fouettant mes oreilles. Mon fils m'a poussé, 80 mètres, après 250 000 d'aides, après 25 ans de mensonges brûlés par mon mari. L'enregistrement, 47 minutes. Ils ont ri. Et pourtant, il ignore ce que je vais montrer. Pendant 40 ans, j'ai gardé un secret qui aurait pu détruire ma famille. Ce n'était pas une liaison. Ce n'était pas un crime. C'était quelque chose de beaucoup plus simple et en même temps beaucoup plus dévastateur. Je savais que mon mari cachait la vérité sur la mort de mon fils aîné. Et aujourd'hui, assise dans cette petite maison de Bordeaux, regardant mes petits-enfants jouer dans le jardin, je me souviens du moment exact où tout a basculé. Le moment où j'ai cessé d'être Josiane Moreau, la discrète professeure de français qui passait inaperçue dans les rues de Lyon. Le moment où je suis devenue quelqu'un d'autre. Cela s'est passé à 14h37, le samedi 12 octobre 2024, dans les Alpes françaises. L'instant précis où mon fils unique survivant m'a poussé du haut d'une falaise de 80 mètres. Je suis tellement heureuse que vous soyez là pour écouter mon histoire. Vous savez, quand j'ai décidé de la raconter, je ne savais pas si quelqu'un me croirait. Si vous aussi avez déjà vécu une trahison familiale qui vous a brisé, ou si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il est possible de se relever, laissez un like à cette vidéo. Pendant que je vous raconte la suite, si vous pouvez vous abonner à la chaîne, cela m'aidera énormément. Et dites-moi dans les commentaires, d'où m'écoutez-vous? Je veux savoir jusqu'où ces histoires voyagent. Maintenant, laissez-moi vous raconter en détail comment j'ai survécu à l'impossible. Le matin de ce samedi, je me suis réveillée dans notre chalet familial à Annecy avec ce pressentiment étrange qui vous glace les os. Henrique, mon mari de 64 ans, était déjà debout, assis à la table de la cuisine, les mains tremblantes autour d'une tasse de café. Nos regards se sont croisés et j'ai vu quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais vu en 42 ans de mariage. De la peur. « Josiane », a-t-il murmuré en français, sa voix à peine audible. « Si quelque chose se passe mal aujourd'hui, si quelque chose arrive, tu dois me faire confiance. Absolument. » Je me suis approchée de lui, mes pantoufles râpant le sol de bois froid. « Qu'est-ce qui se passe, mon amour? Tu me fais peur. » Il a sorti son téléphone portable, un vieux modèle Samsung qu'il refusait de changer. Ses doigts, ceux qui avaient signé des milliers d'actes notariés avec une précision impeccable, tremblaient en touchant l'écran. « J'ai activé l'enregistrement audio », a-t-il dit. « Il ne s'arrêtera pas tant que je ne l'arrête pas manuellement. Et je ne l'arrêterai pas. » Mon cœur s'est serré. « Henrique, qu'est-ce que Damien veut nous tuer ?» a-t-il coupé, les larmes roulant sur ses joues. Ridé. Lui et Mélissa. Aujourd'hui, pendant la randonnée. Le sol s'est dérobé sous mes pieds avant même que mon fils ne me pousse réellement. Vous voyez, j'avais passé 40 ans à être une femme invisible. Cheveux gris tirés en chignon serré, robe longue et terne dans des tons de gris et de beige, chaussures plates usées jusqu'à la semelle. Je pesais 58 kilos et mesurais 1,63 m. Je me fondais dans n'importe quelle foule à Lyon. J'étais le genre de femme que les gens oublient 5 secondes après l'avoir croisée. Pendant 40 ans, j'avais enseigné le français au lycée Ampère. Subjonctif, participe passé, conjugaison. Des milliers d'élèves avaient traversé ma classe. Aucun ne se souvenait de moi après la remise des diplômes. Pendant 40 ans, j'avais économisé chaque centime d'euro de mon salaire modeste de fonctionnaire. Pain rassis acheté en fin de journée à moitié prix. Vêtements de seconde main des marchés Opus, vacances inexistantes. Et pendant ces 40 ans, j'avais aimé 2 fils. Ricardo, mon premier-né, mort à 17 ans dans les Pyrénées en 1999. Un accident pendant une randonnée familiale. Son corps avait été retrouvé au pied d'un ravin, le crâne fracassé contre les rochers. La gendarmerie avait conclu à une chute accidentelle. Damian, son frère cadet de 2 ans, était le seul témoin. « Il a glissé, maman », avait-il répété encore et encore, les yeux rouges. « Je n'ai pas pu le rattraper. Je l'avais cru. Dieu me pardonne, je l'avais cru. Damien, mon survivant. »
mon unique enfant restant. Je l'avais chéri avec une intensité dévorante après la mort de Ricardo. Chaque repas préparé avec amour, chaque chemise repassée avec soin, chaque euro donné sans hésitation quand il en demandait. 120 000 pour couvrir des dettes de jeu entre 2018 et 2021. 80 000 pour un investissement immobilier qui n'a jamais existé en 2022. 35 000 pour le mariage avec Mélissa en 2023. Et 15 000 pour des frais médicaux qu'il n'a jamais eus. Total, 250 000 en 6 ans, tout l'argent que nous avions économisé, tout ce qui restait de la vente du petit vignoble hérité de mes parents dans la région de Beaujolais, les 200 000 que nous gardions sur un compte joint à la Société Générale, censé garantir nos vieux jours. Mais ce samedi matin, dans le chalet, Henrique m'a révélé ce qu'il avait découvert 3 jours plus tôt. J'ai trouvé des messages sur l'ordinateur de Damien, a-t-il dit, sa voix brisée. Il l'avait laissé ouvert jeudi soir. Des conversations avec Mélissa. Ils ont tout planifié, Josiane. La randonnée d'aujourd'hui, l'endroit exact, le moment. Il a fait glisser une feuille de papier vers moi. Une capture d'écran imprimée. Les mots dansaient devant mes yeux mouillés de larmes. Mélissa, 23h14. Samedi, c'est parfait. Falaise du col de la Forclaz. Personne ne randonne là en octobre. Damien, 23h16. 200 quais, ça vaut le coup. On pousse et on se tire. Accident de randonnée. Personne ne doutera. Mélissa, 23h18. Et si quelqu'un nous voit? Damien, 23h19. Il y aura personne. Et même, ce sont mes parents. Je peux pas les laisser vivre après ce que mon père sait. Mon sang s'est glacé. Ce que tu sais, Henri, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est là que mon mari de 42 ans, l'homme avec qui j'avais partagé un lit, des repas, des silences, m'a révélé la vérité qui allait fissurer mon monde. Ricardo n'a pas glissé, a-t-il dit, les mots sortant comme des tessons de verre. Damien l'a poussé, je l'ai toujours su. Le chalet s'est mis à tourner. J'ai agrippé le bord de la table, mes ongles s'enfonçant dans le bois ciré. Quoi? Il avait 15 ans, Ricardo Dixet. Il se disputait, n'est-ce pour une fille, je crois, ou pour de l'argent que Ricardo refusait de lui prêter. Je ne sais plus. Mais 3 jours après l'enterrement, j'ai trouvé un cahier dans sa chambre. Damien avait écrit. Il avait écrit comment il l'avait fait, les détails, la poussée, le bruit, tout. Les murs du chalet se sont resserrés autour de moi. « Et tu n'as rien dit? Rien ?» « Je l'ai brûlé, a-t-il chuchoté, la honte noyant son visage. C'était ça, notre seul fils survivant, Josiane. Je pensais qu'il était jeune, qu'il avait fait une erreur terrible, que le révéler détruirait notre famille pour toujours. Je pensais qu'on pouvait le sauver. Je me suis levée si brutalement que ma chaise est tombée en arrière avec un fracas qui a résonné dans tout le chalet. Tu as protégé le meurtrier de notre fils pendant 25 ans? Je suis désolée, a-t-il sangloté. Dieu, Josiane, je suis tellement désolée. Et maintenant, il veut nous tuer parce qu'il sait que je sais. Il a fouillé dans mes affaires. Il a trouvé une lettre que j'avais écrite mais jamais envoyée à la gendarmerie. Une confession. Il la tient au-dessus de ma tête depuis des mois. C'est pour ça qu'il a demandé tant d'argent. Du chantage déguisé en aide familiale. Pour 40 ans, j'avais aimé cet homme. Et pour 40 ans, il m'avait menti sur la chose la plus importante de nos vies. Mais il n'y avait plus de temps pour la colère. Damien et Mélissa descendaient les escaliers du chalet, leur voix fausse résonnant joyeusement. « Maman, papa !» a crié Damien, son sourire aussi brillant que tranchant. « Vous êtes prête pour la randonnée? C'est une journée magnifique. » Mélissa est apparue derrière lui, vêtue d'un manteau Moncler noir à 1,200 et de bottes de randonnée Salomon neuves à 380. Ses cheveux blonds parfaitement coiffés, son parfum Chanel N2G5 à plan 50 le flacon empoisonnant l'air du chalet. Ses ongles manucurés, chaque ongle valant probablement plus que mes repas d'une semaine. « Josiane, vous avez l'air fatiguée, a-t-elle dit avec cette douceur venimeuse qui caractérisait chacune de ses paroles.
Vous devriez peut-être rester ici, ces sentiers sont dangereux pour les personnes âgées. » J'ai regardé Henrik. Il a imperceptiblement touché sa poche, où son téléphone était caché, enregistrant déjà. « Non, » ai-je dit, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru possible. « J'y vais. J'adore les randonnées en famille. » Le sourire de Damien s'est élargi, mais ses yeux sont restés froids, vides, les yeux d'un étranger, les yeux d'un assassin. Nous avons pris la voiture de Damien, une Audi Q5 noire qu'il avait achetée avec notre argent. Pendant le trajet de 30 minutes vers le col de la Forclaz, j'ai regardé défiler les montagnes majestueuses des Alpes, le lac d'Annecy scintillant en contrebas, et je me suis demandé si ce serait la dernière fois que je verrais quelque chose de beau. Henrik était assis à côté de moi à l'arrière, sa main cherchant la mienne. Nos doigts se sont entrelacés et j'ai senti le téléphone dans sa poche contre ma hanche, notre seule arme. « Tu te souviens quand on venait ici avec les garçons ?» a demandé Damien depuis le siège conducteur, sa voix trop décontractée. Ricardo adorait ces montagnes. Mon cœur s'est brisé un peu plus. Il osait parler de lui. Il osait prononcer son nom. « Oui », ai-je répondu, la voix étranglée. Il adorait. Nous avons garé la voiture sur un petit parking désert. Octobre en milieu de semaine, comme Mélissa l'avait prédit, il n'y avait personne. Le sentier serpentait le long de la crête, avec d'un côté la montagne, de l'autre un précipice vertigineux de 80 mètres, donnant sur un chaos de rochers et de pins tordus. Nous avons marché en silence pendant 20 minutes. Le vent glacial de l'automne fouettait mes joues. Mes jambes tremblaient, mais pas seulement à cause de l'effort. C'est Mélissa qui a donné le signal. « Oh, regardez là-bas !» a-t-elle crié, pointant vers un aigle au loin. « C'est magnifique !» Henrik et moi, nous sommes tournés. Et dans ce mouvement, nous avons senti les mains. 4 mains. 2 de Damien, 2 de Mélissa. Poussant, fort, brutal. Le monde a basculé. Le ciel s'est transformé en terre. La terre en ciel. J'ai vu le visage de mon fils pendant une fraction de seconde. Concentré, déterminé, sans une once de regret. Puis le vide. La chute a duré une éternité et une seconde à la fois. Le vent hurlait dans mes oreilles. J'ai vu Henrik tomber à côté de moi, son corps tournoyant. Le choc. Ma tête a heurté quelque chose de dur. Du sang chaud a coulé dans mes yeux. Ma jambe gauche s'est tordue avec un craquement que j'ai entendu avant de le sentir. Henrik a atterri 3 mètres plus bas, son cri de douleur déchirant l'air. Mais nous étions vivants. Contre toute attente, contre toute logique, nous étions vivants. J'ai entendu des voix au-dessus. Damien et Mélissa, se penchant prudemment au bord de la falaise. « Tu crois qu'ils sont morts ?» La voix de Mélissa, excitée, presque enjouée. « Je vais descendre vérifier. » Damien. « Non, t'es fou? Si quelqu'un passe… » « Personne ne va passer, mais t'as raison. Regarde, il y a du sang partout en bas. Il bougeante pas. C'est bon. » C'est là que Henrik, avec les yeux à moitié fermés et la voix rauque de quelqu'un au bord de la mort, a murmuré près de mon oreille. « Josiane, fais la morte. » J'ai obéi. Je suis restée parfaitement immobile parmi les rochers, le sang coulant de mon cuir chevelu, ma jambe brisée hurlant d'agonie, et j'ai retenu ma respiration. Au-dessus, j'ai entendu le rire de mon fils et de sa femme. « Acabou, Mélissa », a dit Damien, passant à l'espagnol qu'il utilisait parfois avec elle. « Agoraso morico ». « C'est fini, Mélissa. » Maintenant, nous sommes un riche. Des pas s'éloignant, une portière de voiture claquant, le moteur démarrant, le silence. Henrik a bougé sa main vers sa poche. Avec des doigts ensanglantés et tremblants, il a sorti son téléphone. L'écran était fissuré, mais fonctionnait encore. Le petit cercle rouge clignotait. Enregistrement en cours. 47 minutes. On les a, a-t-il toussé, du sang s'échappant de sa bouche. Tout est enregistré. Et c'est là, couché sur des rochers froids des Alpes, avec des os brisés et un cœur fracassé, que quelque chose en moi s'est transformé. Pendant 40 ans, j'avais été une victime de ma propre invisibilité, victime de mon amour aveugle, victime de ma confiance naïve. Mais là,
À 14h37, le 12 octobre 2024, Josiane Moreau est morte sur cette falaise. Et quelqu'un de nouveau est né. Quelqu'un qui allait s'assurer que son fils paierait. Pour Ricardo. Pour nous. Pour tout. Henrique a composé le 17, la gendarmerie nationale. Sa voix était faible mais claire. Accident. Col de la Forclaz. 2 personnes. Tombées. Besoin. Secours. Il a donné nos coordonnées GPS et a raccroché avant de s'évanouir. 27 minutes plus tard, j'ai compté chaque seconde, j'ai entendu l'hélicoptère, le bruit des pales découpant l'air, les secouristes descendant en rappel. « Madame, monsieur, tenez bon !» On nous a montés, stabilisés, transportés. L'hôpital d'Annecy, lumière fluorescente, odeur de désinfectant, douleur partout. Mais le téléphone de Henrique était dans ma main, serré comme si ma vie en dépendait. Parce qu'elle en dépendait. 2 gendarmes sont entrés dans ma chambre à 19h15. Un homme grand aux cheveux gris, une femme plus jeune aux yeux perçants. « Madame Moreau, » a dit l'homme, le capitaine Rousseau selon son badge. « Nous devons comprendre ce qui s'est passé. Votre fils a déclaré un accident. Il dit que vous avez glissé tous les 2. » J'ai regardé Henrique dans le lit voisin, inconscient, 3 côtes cassées et une hémorragie interne contrôlée. Et j'ai tendu le téléphone. « Écoutez, » ai-je dit, ma voix comme du métal. « Écoutez tout. » Le capitaine Rousseau a pris le téléphone avec des mains gantées, comme s'il manipulait une bombe. Sa collègue, la lieutenante Mercier, a sorti un petit haut-parleur Bluetooth de sa mallette et l'a connecté. « Vous êtes certaine que vous voulez écouter ça maintenant, madame ?» a demandé Mercier, sa voix douce mais professionnelle. « Vous venez de subir un traumatisme grave ? Cela peut attendre. » « Non, ai-je coupé, serrant le drap d'hôpital entre mes doigts. Mes ongles, toujours courts et sans vernis, laissaient des marques dans le tissu blanc. Maintenant. Je veux que vous entendiez maintenant. Rousseau a appuyé sur lecture. D'abord, il n'y avait que des bruits de fond, le froissement de tissu, Henrique mettant le téléphone dans sa poche, puis nos voix dans le chalet, étouffées mais audibles. Ma voix. Qu'est-ce qui se passe, mon amour ? Tu me fais peur. La voix de Henrique. Damien veut nous tuer. Lui et Mélissa. Aujourd'hui. Pendant la randonnée. Les 2 gendarmes ont échangé un regard. Mercier a sorti un carnet et a commencé à prendre des notes, son stylo griffonnant rapidement. L'enregistrement a continué. Notre conversation sur Ricardo. La confession de Henrique sur le cahier brûlé. Mon cri de désespoir. Puis les pas dans les escaliers, la voix de Damien, claire comme du cristal. « Maman, papa, vous êtes prêts pour la randonnée ? C'est une journée magnifique. » Puis la voix de Mélissa, ce ton condescendant qui me donnait toujours envie de me recroqueviller. « Josiane, vous avez l'air fatiguée. Vous devriez peut-être rester ici, ces sentiers sont dangereux pour les personnes âgées. » Mercier a levé les yeux de son carnet. « Elle savait, » a-t-elle murmuré. Elle préparait déjà la justification. Le trajet en voiture, 30 minutes de conversation forcée, de remarques anodines sur la météo, le paysage, les souvenirs. Damien mentionnant Ricardo, osant prononcer le nom de son frère avec cette désinvolture calculée. Puis, le silence de la marche, le vent capturé par le microphone du téléphone, nos respirations laborieuses. Et soudain, la voix de Mélissa, faussement excitée. « Oh, regardez là-bas, c'est magnifique !» Un froissement violent, des grognements, le bruit du vent qui s'amplifie devient assourdissant. Des cris, les miens, ceux d'Henrique, déchirants, primitifs. L'impact, un son terrible, comme des pastèques explosant contre du béton. Mes gémissements de douleur. La respiration sifflante de Henrique, puis les voix, au-dessus. Parfaitement clair maintenant que le téléphone était sorti de la poche, éjecté pendant la chute, tombé près de nous. Mélissa, tu crois qu'ils sont morts ? Damien, je vais descendre vérifier. Mélissa, non, t'es fou ? Si quelqu'un passe ? Damien, personne ne va passer, mais t'as raison. Regarde, il y a du sang partout en bas. Il bouge pas, c'est bon. Un silence, puis le rire. Ce rire que je n'oublierai jamais. Léger, soulagé,
presque enjoué, le rire de deux personnes qui viennent de réussir un meurtre. Damian, en espagnol. Acabou Melissa, agora somos rico. Melissa, riant. Fin, tu sais ce que je vais faire en premier? Un voyage aux Maldives, 3 semaines. Tout compris, avec l'argent de tes parents morts. Damian. D'abord, on attend quelques jours. On joue les enfants dévastés, puis on vend le chalet, ensuite la maison de Lyon. On liquide tout et on se tire à Marseille. Nouvelle vie. Mélissa. Et le vignoble qu'ils ont hérité, il vaut combien déjà? Damien. Ils l'ont vendu il y a des années, mais les 200 000 € sont sur le compte joint. J'ai les codes. Dès qu'on aura les certificats de décès, je transfère tout sur notre compte aux îles Caïmans. Mélissa. Aux Caïmans? Quand t'as fait ça? Damien. Il y a 3 mois. Quand mon père a commencé à me regarder bizarrement, je me doutais qu'il savait quelque chose sur Ricardo. Fallait prévoir. Des pas s'éloignant. Le bruit d'une portière. Le moteur. Le silence. Puis, la voix faible de Henrik. Josiane, fais la morte. Plus de silence. 47 minutes d'enregistrement au total. 47 minutes qui contenaient 2 meurtres avoués, celui de Ricardo et notre tentative d'assassinat. Quand la lecture s'est arrêtée, le silence dans ma chambre d'hôpital était aussi lourd qu'une pierre tombale. Le capitaine Rousseau avait le visage gris. La lieutenante Mercier avait les larmes aux yeux. « Mon Dieu », a murmuré Rousseau, « en 30 ans de carrière, je n'ai jamais entendu quelque chose d'aussi... » Il n'a pas fini sa phrase. Il n'en avait pas besoin. « Où sont-ils maintenant ?» ai-je demandé. Ma voix dure comme de l'acier. « Où sont mon fils et sa femme ?» Mercier a consulté sa tablette. « Votre fils a signalé l'accident à 15h18. Il a dit que vous aviez glissé tous les deux, qu'il avait essayé de vous tenir mais que c'était impossible. Il a donné les coordonnées GPS. Il pleurait au téléphone. Le dispatcher a noté qu'il semblait dévasté et en état de choc. Bien sûr qu'il pleurait. Ai-je craché, sentant la bile monter dans ma gorge. Mon fils est un excellent acteur. Il l'a toujours été. Rousseau s'est levé, rangeant le téléphone dans un sac de preuves scellé. Madame Moreau, nous allons procéder à l'arrestation immédiate. Mais j'ai besoin de savoir cette histoire sur Ricardo. Votre mari a dit que Damien l'avait tué. Vous le saviez? J'ai secoué la tête, les larmes brûlant mes yeux. Non. Je viens de l'apprendre aujourd'hui. Mon mari me l'a caché pendant 25 ans. Il a brûlé les preuves. Il a protégé notre fils parce qu'il pensait qu'on pouvait le sauver. Et le cahier? Demanda Mercier. Celui où Damien aurait écrit ce qu'il avait fait? Brûlé. Henrik l'a détruit il y a 25 ans. Il ne reste rien. Rousseau a froncé les sourcils. Alors pour le meurtre de Ricardo, nous n'avons que la confession sur l'enregistrement. C'est suffisant pour ouvrir le cas, mais sans preuve matérielle. Il y a autre chose, ai-je interrompu. Ma voix tremblait, mais je devais dire ça. Je devais tout dire. Henrik a mentionné une lettre. Une confession qu'il avait écrite, mais jamais envoyée à la gendarmerie. Damien l'a trouvée. C'est pour ça qu'il nous faisait chanter. C'est pour ça qu'il a demandé tout cet argent ces dernières années. Je me suis tournée vers le lit à côté du mien, où Henrik était inconscient, son visage pâle comme un linceul, des tubes sortant de son nez et de ses bras. Il garde tout dans un coffre-fort, ai-je continué. À notre domicile, 47 rue Bossuet à Lyon. Le code est 1507, notre date de mariage, 15 juillet. Dans ce coffre, il y a tous nos documents importants. Testament, titre de propriété et une enveloppe marron avec écrit Ricardo dessus. C'est la lettre. La confession. Fouillez notre maison. Vous la trouverez. Mercier notait frénétiquement. Et cette lettre, elle contient ce que Henrik savait, ce qu'il a vu, ce qu'il a trouvé dans la chambre de Damien après la mort de Ricardo. Je ne l'ai jamais lu moi-même, mais Henrik m'a dit qu'il y détaillait tout. Rousseau a hoché la tête. Nous allons obtenir un mandat de perquisition immédiatement. Mais Madame Moreau, je dois vous avertir, votre mari pourrait faire face à des accusations pour obstruction à la justice, pour avoir caché des preuves d'un homicide.
J'ai fermé les yeux. La douleur dans ma jambe n'était rien comparée à la douleur dans mon cœur. Je sais, il le mérite, nous méritons tous ce qui nous arrive. Non, dit Mercier fermement, posant une main sur mon épaule. Vous ne méritez pas ça. Vous êtes une victime. Votre mari a fait une erreur terrible, oui. Mais vous avez juste aimé votre famille. Ce n'est pas un crime. Mais c'était un crime, n'est-ce pas? Aimer si aveuglément qu'on ne voit pas les monstres qu'on nourrit. Donner si généreusement qu'on finance sa propre destruction. Où sont-ils maintenant? Ai-je répété. Damian et Mélissa? Rousseau a vérifié son téléphone. Selon nos dernières informations, ils sont retournés au chalet familial. Ils attendent d'être contactés par l'hôpital. Nous allons envoyer une équipe les chercher dans 15 minutes. Non, ai-je dit soudainement, une idée se formant dans mon esprit encore embrumé par les antidouleurs. Non, ne faites pas ça. Les 2 gendarmes me regardèrent, surpris. Appelez-les, ai-je dit, ma voix devenant plus forte. Dites-leur que nous sommes mortes. Dites-leur que les médecins ont fait tout leur possible, mais que nos blessures étaient trop graves. Dites-leur de venir identifier les corps. Un sourire lent s'est dessiné sur le visage de Rousseau. Un sourire froid, calculé. Le sourire de quelqu'un qui comprend la justice poétique. Vous voulez les voir réagir, dit-il Poufila. Vous voulez voir leur visage quand ils réalisent qu'ils ont échoué. Non, ai-je corrigé, sentant quelque chose de dur et de froid se solidifier dans ma poitrine, quelque chose qui ressemblait à de la glace ou à de la vengeance. Je veux qu'ils se sentent en sécurité, je veux qu'ils pensent qu'ils ont gagné, et puis je veux les voir s'effondrer quand nous apparaîtrons devant eux, vivants. Mercier Harry, un son bref et sec. C'est brillant, madame. Est-ce légal? Ai-je demandé. Techniquement, dit Rousseau réfléchissant, nous ne serions pas obligés de révéler votre état à des suspects potentiels avant de les interroger. Nous pourrions les faire venir pour identification et ensuite procéder à l'arrestation. Oui, c'est faisable. Il a sorti son téléphone et a composé un numéro. Quelques sonneries, puis une voix répondit. Même à travers le haut-parleur, je reconnaissais la voix de mon fils. Allô? Monsieur Moreau? Ici le capitaine Rousseau de la Gendarmerie nationale d'Annecy. Je suis désolé de vous déranger dans ce moment difficile. Vous avez des nouvelles? La voix de Damian était parfaitement modulée, inquiète, tremblante. Mes parents, ils vont bien? Mon cœur s'est tordu. Même maintenant, même après tout ce que j'avais entendu, une partie de moi voulait croire que c'était réel, que son inquiétude était authentique. Je suis terriblement désolé, monsieur, continua Rousseau, sa propre voix empreinte d'une tristesse professionnelle. Vos parents ont été héliportés à l'hôpital d'Annecy, mais leurs blessures étaient trop graves. Nous avons besoin que vous et votre épouse veniez identifier les corps. C'est une procédure standard dans les cas d'accidents mortels. Un silence. Un long silence, pendant lequel j'imaginais Damian échangeant un regard victorieux avec Mélissa. Puis un sanglot. Un sanglot tellement convaincant que si je n'avais pas entendu l'enregistrement, j'y aurais cru. « Non », gémit-il. « Non, 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 pas eux, pas mes parents, c'est ma faute. Je n'aurais jamais dû les emmener sur ce sentier. Je savais que c'était dangereux. C'est ma faute. » « Ce n'est la faute de personne, monsieur, » dit Rousseau calmement. « Les accidents arrivent, mais nous avons besoin de vous ici dans l'heure qui vient. Pouvez-vous venir? » « Oui, bien sûr. Nous partons maintenant. » La ligne s'est coupée. Rousseau m'a regardé. « Ils arrivent? 1 heure. Vous êtes sûr que vous voulez faire ça? Vous venez de subir une opération d'urgence. Votre jambe... » « Je veux être là, » ai-je dit, chaque mot tombant comme un marteau. « Je veux voir leur visage. Je veux qu'ils sachent que je sais. Que nous savons. » Mercier a hoché la tête. « Nous allons vous installer dans une salle d'observation. Vous pourrez tout voir à travers une vitre sans teint. Quand nous serons prêts, vous entrerez. » Les 53 minutes suivantes ont été les plus longues de ma vie. On m'a transporté dans un fauteuil roulant vers une petite salle adjacente à la morgue de l'hôpital. À travers la vitre, je pouvais voir 2 tables métalliques recouvertes de draps blancs.
des formes humaines dessinées en dessous. Des mannequins, m'avait expliqué Mercier, pour rendre la scène crédible. Henrique était toujours inconscient dans sa chambre, surveillé par un gendarme. Les médecins avaient dit qu'il ne se réveillerait pas avant au moins 12 heures. Une partie de moi était soulagée. Il ne devrait pas voir ça. Pas encore. À 20h47, j'ai entendu des voix dans le couloir. Mon cœur s'est mis à battre si fort que j'ai cru qu'il allait exploser. La porte de la morgue s'est ouverte. Damian est entré en premier. Il portait les mêmes vêtements que le matin, jean noir, pull en cachemire gris, les mêmes vêtements qu'il portait quand il m'avait poussé vers la mort. Ses cheveux étaient ébouriffés, ses yeux rouges. Mélissa le suivait. Elle avait changé de tenue. Plus de manteau, Montclair. Maintenant, elle portait une robe noire simple, appropriée pour le deuil. Ses cheveux attachés en chignon bas. Pas de maquillage. Le visage de quelqu'un qui pleure depuis des heures. Sauf que ses yeux étaient secs. Rousseau les attendait près des tables. « Merci d'être venu si rapidement. Je sais que c'est extrêmement difficile. Nous allons faire ça le plus vite possible. » Damian hocha la tête, se tamponnant les yeux avec un mouchoir. « Je veux juste les voir une dernière fois. » Rousseau a fait signe à un assistant qui se tenait dans le coin. L'homme s'est approché de la première table et a lentement tiré le drap. Un mannequin. Bien sûr. Mais de loin, dans la lumière tamisée, avec les cheveux gris et le visage tourné, ça pouvait ressembler à Henrik. Damian s'est approché. Il a regardé. Ses épaules se sont affaissées. « Papa ?» a-t-il murmuré. Puis l'assistant a découvert le deuxième mannequin. Damian s'est tourné vers cette table. Vers le faux corps qui était censé être le mien. Il a regardé longtemps, très longtemps. Et puis, si brièvement que j'ai failli le manquer, j'ai vu ses lèvres se courber. Un sourire, minuscule, à peine perceptible, mais un sourire. C'est à ce moment-là que je suis entrée. La porte de la morgue s'est ouverte et je suis entrée dans mon fauteuil roulant, poussée par la lieutenant Mercier. Le silence qui a suivi était si profond qu'on aurait pu entendre une goutte de sang tomber. Damian s'est retourné. Son visage est passé du rose au blanc en une fraction de seconde. Ses yeux se sont écarquillés comme s'il voyait un fantôme. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Mélissa a fait un pas en arrière, trébuchant sur ses propres pieds. Sa main a volé vers sa bouche. « Ce n'est pas possible », a-t-elle chuchoté. « Ce n'est pas possible. »« Bonjour, mon fils », ai-je dit, ma voix aussi froide que les montagnes où il m'avait laissée pour morte. « Surpris de me voir ?» Damian a regardé les mannequins sur les tables, puis moi, puis les mannequins encore. Son cerveau essayait de comprendre, de calculer, de trouver une sortie. « Maman ?» a-t-il bégayé. « Mais on nous a dit... Ils ont dit que vous étiez... morte ?» ai-je complété. « Oui, c'est ce que vous espériez, n'est-ce pas? C'est ce que vous pensiez en riant au bord de cette falaise, en planifiant vos vacances aux Maldives avec mon argent. » Le sang s'est complètement retiré de son visage. Mélissa a émis un petit gémissement, comme un animal pris au piège. Le capitaine Rousseau s'est avancé, sortant des menottes de sa ceinture. « Damian Moreau, Mélissa Moreau, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre avec préméditation sur Josiane Moreau et Henrique Moreau. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous devant un tribunal. » Attendez. Damian leva les mains, reculant vers le mur. « Attendez, non, c'est un malentendu. Ils ont glissé. On a essayé de les retenir, mais... Nous avons un enregistrement. » ai-je coupé, savourant chaque mot. 47 minutes, tout, vos voix, vos rires, vos plans pour les Maldives, votre compte aux îles Caïmans, chaque mot. Mélissa s'est effondrée contre le mur, ses jambes se dérobant sous elle. Elle a glissé jusqu'au sol, la robe noire se froissant autour d'elle. Non, non, non. Damian a regardé autour de lui, cherchant désespérément une échappatoire. Ses yeux sont tombés sur moi. Et pendant un instant, j'ai vu quelque chose de terrible dedans. Pas du regret, pas de la honte, de la haine. « Vous auriez dû mourir », a-t-il sifflé, toute prétention abandonnée. « Vous auriez dû mourir comme Ricardo. » Le silence qui a suivi était électrique. Rousseau s'est figé. « Qu'est-ce que vous venez de dire ?»
Damian a réalisé son erreur. Sa bouche s'est ouverte et fermée comme un poisson hors de l'eau. Je voulais dire... Ricardo, ai-je répété, roulant mon fauteuil plus près de lui. Mon premier fils. Celui que tu as poussé d'une falaise dans les Pyrénées il y a 25 ans. Celui dont tu as maquillé le meurtre en accident. Les yeux de Damian se sont remplis de quelque chose qui ressemblait presque à du soulagement. Comme si garder ce secret pendant 25 ans avait été un poids insupportable et que maintenant, enfin, il pouvait le lâcher. Il le méritait, dit-il doucement. Ricardo était le préféré. Toujours Ricardo le parfait. Ricardo l'intelligent. Ricardo qui allait faire Polytechnique. Ricardo qui vous rendait si fier. Et moi, j'étais juste l'autre, celui qui venait après. Ma voix s'est brisée malgré moi. Alors tu l'as tué ? Tu as tué ton propre frère par jalousie ? Ce n'était pas de la jalousie, hurla-t-il soudainement, des larmes coulant sur son visage. Mais c'étaient des larmes de rage, pas de remords. C'était de la survie. Vous ne voyez que lui. Chaque repas, chaque conversation, chaque putain de moment tournait autour de Ricardo. Ricardo a eu 18 en maths. Ricardo a gagné le concours d'éloquence. Ricardo va nous rendre fiers. Et moi, rien. J'étais invisible. Alors tu l'as rendu mort, dis-je. Les mots sortant comme du venin. Pour prendre sa place. Et ça a marché, rit-il amèrement. Enfin, vous me regardiez. Enfin, j'existais. Papa m'a protégée parce qu'il savait que s'il me dénonçait, il perdrait ses 2 fils. Alors, il a caché les preuves. Il a menti à la police. Et vous, maman, vous m'avez aimé comme vous auriez dû m'aimer depuis le début. Chaque mot était un couteau dans mon cœur. Mais je ne pouvais pas m'arrêter. J'avais besoin de savoir. Les 250 000 €, dis-je, l'argent que nous t'avons donné pendant 6 ans, ce n'était pas pour des dettes ou des investissements, n'est-ce pas ? Damian essuya rageusement ses larmes. Papa avait recommencé à fouiller, l'année dernière. Il avait trouvé mon ancien journal intime, celui où j'avais écrit sur Ricardo. Je pensais l'avoir détruit, mais il en restait des pages. Il m'a confronté, m'a dit qu'il allait à la police. Alors je lui ai rappelé qu'il était complice, qu'il avait détruit des preuves, qu'il irait en prison aussi. On a négocié. Chaque mois, il payait mon silence. Mon Dieu! Ce n'était pas de l'aide familiale, c'était du chantage. Mon mari payait notre propre fils pour ne pas être dénoncé comme complice d'un meurtre. Et quand vous avez décidé de ne plus payer ? Demanda Mercier, prenant des notes frénétiquement. Il n'a jamais décidé de ne plus payer, cracha Mélissa depuis le sol, retrouvant soudainement sa voix. C'est moi. J'ai dit à Damian que c'était ridicule, qu'on devrait juste se débarrasser d'eux et prendre tout, les 200 000 sur le compte, la maison de Lyon qui vaut au moins 800 000, le chalet d'Annecy, encore 400 000, plus d'1 million d'euros au total. Elle me regarda avec un mépris pur. Vous étiez vieux, inutile. Vous alliez mourir dans quelques années de toute façon. Pourquoi attendre ? Rousseau s'est avancé, les menottes cliquetant. Damian Moreau, tournez-vous et mettez les mains derrière le dos. Non ! Damian a tenté de s'échapper, se ruant vers la porte. Mais 2 autres gendarmes étaient entrés silencieusement pendant la confrontation. Ils l'ont saisi, le plaquant contre le mur. Clic. Les menottes se sont fermées autour de ses poignets. Mélissa n'a même pas essayé de fuir. Elle est restée assise par terre, fixant le vide, pendant que Mercier lui passait les menottes. « Attendez, ai-je dit, alors qu'il les emmenait. J'ai une question. » Damian s'est retourné, son visage tordu de haine. « Quand tu étais petit, ai-je dit doucement, tu te souviens des chansons que je te chantais ? Les berceuses françaises ? Fais dodo, Colas, mon petit frère, tu te souviens ? Quelque chose a vacillé dans ses yeux. Un souvenir, un moment de l'enfant qu'il avait été. « Je me souviens de tout, dit-il, sa voix cassée. C'est le problème. Je me souviens que tu le chantais toujours à Ricardo d'abord, et à moi après. Toujours après. » Ils l'ont emmené. La porte s'est fermée derrière eux. Et je suis restée seule dans cette morgue froide avec la lieutenante Mercier et les 2 mannequins sous leurs draps. « Madame Moreau, dit Mercier doucement, s'agenouillant à côté de mon fauteuil. Vous avez été incroyablement courageuse, mais maintenant, vous devez vous reposer.
Laissez-nous faire notre travail. Votre travail? Répétai-je, sentant quelque chose de dur se former dans ma poitrine. Votre travail ne fait que commencer, et le mien aussi. Les 3 jours suivants ont été un tourbillon d'activités qui m'a tenue éveillée, malgré la douleur lancinante dans ma jambe fracturée. Henrik s'est réveillé le dimanche matin, 36 heures après notre chute. Quand je lui ai raconté ce qui s'était passé à la morgue, il a pleuré. Pas de soulagement, pas de joie, juste une tristesse profonde et écrasante. « Je l'ai créé », répétait-il encore et encore. « J'ai créé ce monstre en le protégeant. J'aurais dû le dénoncer il y a 25 ans. Ricardo aurait eu justice. Nous aurions peut-être pu sauver Damien avec un traitement, une thérapie, mais j'ai eu peur. J'ai été lâche. Et maintenant il paiera, ai-je dit fermement. Pour tout. » Le lundi matin, le capitaine Rousseau est venu nous voir avec une mise à jour. « Nous avons exécuté le mandat de perquisition à votre domicile, dit-il, s'asseyant sur une chaise à côté du lit d'Henrik. Nous avons trouvé la lettre dans le coffre-fort, exactement où vous l'aviez indiqué. » Il a sorti une enveloppe marron de sa mallette, jaunie par le temps. Mon nom, Ricardo, écrit de la main tremblante de Henrik. « Voulez-vous la lire ?» demanda Rousseau. Henrik secoua la tête. « Je connais ce qu'elle contient. Je l'ai écrite il y a 25 ans, 3 jours après avoir trouvé le cahier de Damien. Je voulais la donner à la police. Je l'avais mise dans une enveloppe timbrée, adressée au commissariat de Tarbes. Mais au dernier moment, je n'ai pas pu. Je l'ai gardée. Comme une assurance. Ou peut-être juste comme une confession que je n'avais pas le courage de faire. » Rousseau ouvrit l'enveloppe et commença à lire à voix haute. « À qui de droit ? Je m'appelle Henrik Moreau, notaire à Lyon. Le 23 août 1999, mon fils aîné Ricardo Moreau est mort dans les Pyrénées. Sa mort a été déclarée accidentelle. Mais ce n'était pas un accident. Le 26 août 1939, j'ai trouvé dans la chambre de mon fils cadet Damien un cahier où il décrivait en détail comment il avait poussé son frère du haut d'une falaise lors d'une dispute. Les pages contenaient... » Rousseau s'arrêta, levant les yeux vers nous. « Je continue ? » ?»« Oui, » dis-je, serrant la main d'Henrik. « Lisez tout. » Les pages contenaient des détails que seul le meurtrier aurait pu connaître. La position exacte de Ricardo avant la chute, les mots qu'il a criés. Le son de son corps heurtant les rochers. Damien avait écrit qu'il ne regrettait rien, que Ricardo le méritait pour avoir toujours été le préféré. J'ai confronté Damien. Il a avoué. Il a pleuré et supplié. Il a dit que c'était un accident, que la poussée était réflexe, qu'il ne voulait pas vraiment le tuer. J'ai cru vouloir le croire. J'ai brûlé le cahier. J'ai dit à ma femme que c'était un accident. J'ai menti à la police. Et maintenant, je vis avec ce mensonge chaque jour. Cette lettre est ma confession. Si quelque chose m'arrive, si Damien montre d'autres signes de violence, je veux que la vérité soit connue. Mon fils Ricardo mérite justice, même si cela détruit notre famille. Signé, Henrik Moreau, 29 août 1949. Le silence qui a suivi était pesant. Avec cette lettre et l'enregistrement du chalet, dit Rousseau lentement, nous avons assez pour rouvrir officiellement le cas de Ricardo. Le procureur de Tarbes a déjà été contacté. Les restes de Ricardo seront exhumés pour un nouvel examen médico-légal. Mon cœur se serra. Exhumer mon fils ? C'est nécessaire pour construire un dossier solide. Les fractures, les angles d'impact. Tout ça peut être réanalysé avec nos technologies actuelles. Si les blessures sont cohérentes avec une poussée plutôt qu'une chute accidentelle, ça renforcera considérablement l'accusation. Henrik ferma les yeux. Faites-le, chavanez-le. Ricardo mérite ça. Il y a autre chose, continua Rousseau, sortant d'autres documents. Nous avons saisi les ordinateurs et téléphones de Damien et Mélissa. Notre équipe informatique a trouvé beaucoup de choses. Il étala plusieurs feuilles sur le lit, des captures d'écran, des conversations WhatsApp, des emails. Ceci date de juin 2024, dit-il, pointant un échange. 3 mois avant votre accident. Je lus,
et mon sang se glaça. Mélissa à Damien, 15 juin 2024, 23h43. On pourrait juste attendre qu'il meure naturellement, tu sais. Ton père a 64 ans, ta mère 60. Dans 10, 15 ans, max, ils seront partis. Damien, 23h45. 15 ans, c'est trop long. Je veux vivre maintenant. Je veux voyager, acheter une belle maison, une vraie voiture. Pas attendre d'avoir 60 ans moi-même. Mélissa, 23h47. Alors, on fait quoi? Damien, 23h51. Accident. Comme Ricardo. Ça a marché une fois. Ça marchera encore. Personne ne soupçonne jamais les chutes en montagne. Les vieux tombent tout le temps. Mélissa, 23h53. Et s'ils survivent? Damien, 23h56. On s'assure qu'ils ne survivent pas. On les pousse d'assez haut. 80 mètres minimum. Personne ne survit à ça. Je ne pouvais plus respirer. Ils avaient planifié ça pendant des mois. Ils avaient calculé la hauteur nécessaire pour garantir notre mort. Il y a pire, dit Rousseau doucement. Regardez celle-ci. Septembre 2024. Mélissa à Damien. 3 septembre 2024, 14h22. J'ai contacté mon ami notaire à Marseille. Il peut préparer de faux testaments si besoin, au cas où la famille conteste l'héritage. Damien. 14h25. Quelle famille? Je suis fils unique maintenant. Tout me revient automatiquement. Mélissa. 14h27. Et les cousins? Les oncles et tantes? Damien. 14h30. Mon père était fils unique. Ma mère a une sœur au Canada qu'on n'a pas vue depuis 20 ans. Personne ne contestera. Mélissa. 14h33. Parfait. Alors, on n'a même pas besoin des faux testaments. On attend juste que les corps refroidissent et on vide les comptes. Des larmes coulaient sur mes joues. Pas de tristesse, de rage pure. Continuez, dis-je à Rousseau. Montrez-moi tout. Il hésita. Madame, ce n'est peut-être pas... Montrez-moi tout. Il soupira et sortit plus de documents. Ceci est un contrat que Mélissa a fait préparer par son ami avocat à Marseille, un contrat de vente pour votre maison de Lyon, daté du 15 octobre 2024, 3 jours après votre chute prévue. Je regardais le document. Ma maison. La maison où j'avais élevé mes fils, où Ricardo avait fait ses premiers pas, où Damien avait appris à lire. Vendue à un promoteur immobilier pour 850 000 €. Ils avaient déjà trouvé un acheteur avant même de nous tuer. Et ça, continua Rousseau, c'est encore plus troublant. Il me tendit une feuille imprimée. Un formulaire d'assurance vie. Police d'assurance vie. Assuré. Josiane Moreau, montant 500 000 €. Bénéficiaire, Damien Moreau. Date de souscription, 12 juillet 2024. Votre fils a souscrit une assurance vie à votre nom il y a 3 mois, expliqua Rousseau. Il a apparemment falsifié votre signature. L'assureur ne l'a pas encore détecté parce que le montant n'était pas assez élevé pour déclencher une vérification approfondie. Une assurance vie. 500 000 €. Payable à ma mort. Ce n'était pas juste un meurtre, murmurai-je, c'était un investissement. Exactement, dit Rousseau gravement. Avec cette assurance, plus les 200 000 € du compte joint, plus la maison à 850 000 €, plus le chalet à 400 000 €. On parle de presque 2 millions d'euros. Votre mort valait 2 millions pour votre fils. Henrique laissa échapper un sanglot déchirant. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé un monstre et puis je l'ai laissé grandir. Tout ça, c'est ma faute. Je tournai vers lui, saisissant son visage entre mes mains. Non, tu as fait une erreur terrible, oui, mais c'est Damien qui a choisi. À 15 ans, il a choisi de tuer son frère. À 42 ans, il a choisi de nous tuer nous aussi. Ce sont ses choix, pas les tiens. Madame Moreau, intervint Rousseau, il y a une dernière chose que vous devez savoir. Nous avons interrogé l'avocate de Mélissa à Marseille, maître Dubois. Au début, il a nié toute implication, mais quand nous lui avons montré les messages, il a craqué. Il nous a dit que Mélissa l'avait contacté il y a 6 mois pour demander combien de temps il faut généralement pour qu'un corps soit retrouvé dans les Alpes. Elle voulait savoir si les animaux sauvages pouvaient me faire disparaître des preuves.
si la neige et la glace pouvaient préserver ou détruire un corps. Ma bouche devint sèche. Elle voulait savoir si nos corps seraient trouvables. Exactement. Maître Dubois a pensé que c'était pour un roman policier qu'elle écrivait. Il lui a donné des détails, les zones les plus isolées, les falaises où les corps tombent dans des crevasses impossibles d'accès. Et devinez quoi? Il sortit une carte topographique des Alpes autour d'Annecy, un X rouge marquait le col de la Forclaz. C'est une des zones qu'il lui a suggérées. Une falaise qui donne sur un ravin profond et escarpé. En hiver, l'accès est complètement coupé. Les corps qui tombent au lit ne sont généralement pas retrouvés avant le printemps, parfois jamais. Un frisson me parcourut l'échine. Il voulait que nous disparaissions. Pas juste que vous mouriez, que vous disparaissiez. Comme ça, il pouvait nous dire que vous étiez partis en randonnée et n'étiez jamais revenus. Ça aurait pris des semaines, peut-être des mois pour vous retrouver. D'ici là, les preuves auraient été effacées par la météo. Ça aurait été le crime parfait. Sauf qu'ils vous ont poussé en octobre, pas en hiver, continua-t-il. Et vous êtes tombé sur une corniche à mi-hauteur au lieu de tomber tout en bas. Et votre mari avait son téléphone qui enregistrait. 3 coups de chance qui ont fait échouer leur plan. Non, pensai-je. Pas de la chance. La justice. Ou peut-être juste la volonté de survivre. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Demandai-je. Rousseau rangea ses documents. Damien et Mélissa sont en détention provisoire à la maison d'arrêt de Lyon-Corbas. Ils ont été inculpés de tentative de meurtre avec préméditation, ce qui porte une peine maximale de 30 ans. Avec la réouverture du cas Ricardo, Damien fait face à des accusations supplémentaires d'homicide volontaire. S'il est reconnu coupable pour les 2 crimes, il encourt la perpétuité. Et Henrique, demandai-je doucement, pour avoir caché les preuves? Rousseau hésita. Le procureur est compréhensif. Votre mari a payé pour son silence avec 25 ans de culpabilité et a failli être tué par son propre fils. Le procureur est disposé à négocier un accord. Une peine avec sursis pour obstruction à la justice, en échange de sa coopération totale comme témoin. Henrique hocha la tête, soulagé et dévasté à la fois. Je témoignerai. Je dirai tout. Chaque détail. Ricardo mérite ça. Les semaines suivantes se sont transformées en mois. Henrique et moi sommes sortis de l'hôpital fin octobre. Lui avec 3 côtes ressoudées et des cauchemars chaque nuit. Moi avec une jambe dans un plâtre jusqu'en janvier et un cœur que je ne reconnaissais plus. Nous ne sommes pas retournés à Lyon. Nous ne pouvions pas. Cette maison contenait trop de fantômes. Ricardo, enfant courant dans les escaliers. Damien, adolescent enfermé dans sa chambre. Les repas de famille où nous pensions être heureux. À la place, nous avons loué un petit appartement à Bordeaux, loin des montagnes, loin des souvenirs. La lieutenant Mercier nous a aidés avec le déménagement. Elle était devenue une alliée, presque une amie. Vous êtes incroyablement forte, m'a-t-elle dit en chargeant nos maigres possessions dans un camion. La plupart des gens se seraient effondrés après ce que vous avez vécu. Je me suis effondrée, ai-je répondu honnêtement. Plusieurs fois. Mais ensuite, je me suis relevée. Parce que quelqu'un doit parler pour Ricardo. Et ce quelqu'un, c'est moi. En décembre 2024, le corps de Ricardo a été exhumé du cimetière de Tarbes. Les médecins légistes ont confirmé ce que Henrique savait depuis 25 ans. Les fractures n'étaient pas cohérentes avec une chute accidentelle. L'angle d'impact, la distribution des blessures, tout suggérait qu'il avait été poussé avec force. Le rapport médical déclarait « Le sujet présente des fractures de stress sur les avant-bras cohérentes avec une posture défensive, suggérant qu'il était conscient de l'attaque imminente. Les blessures crâniennes montrent 2 pointes d'impact distinctes, indiquant un rebond après la chute initiale. La trajectoire calculée de la chute suggère une force propulsive horizontale significative, incompatible avec un simple glissement. En termes simples, Ricardo savait que Damien allait le pousser. Il avait essayé de se protéger, et ça n'avait pas suffi.
J'ai pleuré pendant 3 jours quand j'ai lu ce rapport. Mon fils avait eu peur dans ses derniers moments. Il avait vu la mort venir. Et je n'avais rien su pendant 25 ans. Le procès a été fixé au 15 mars 2025. 3 mois pour construire le dossier. 3 mois pour que les avocats se préparent. 3 mois pour que je rassemble le courage de faire ce que je devais faire, parce que j'avais décidé de témoigner, contre mon propre fils. En janvier, alors que nous entrions dans la nouvelle année, un détail supplémentaire a émergé qui a glacé mon sang pour la énième fois. L'équipe informatique a récupéré des fichiers supprimés sur l'ordinateur de Damien. Des recherches Google, des pages visitées, un historique qu'il pensait avoir effacé, mais que la technologie moderne a pu restaurer. Comment tuer quelqu'un et faire passer ça pour un accident? Chute mortelle, montagne statistique. Combien de temps corps, montagne retrouvée? Héritage sans testament France. Assurance vie paiement après mort accidentelle. Poison indétectable. Cette dernière recherche a fait arrêter mon cœur. Poison? Ai-je demandé à Rousseau quand il m'a montré la liste. Il a cherché des poisons? Oui, en avril 2024. 6 mois avant votre chute, il a visité des forums sur le dark web, des sites sur les substances toxiques. Il a même contacté quelqu'un qui vendait du thallium. Du thallium? Un métal lourd, hautement toxique, cause des symptômes qui ressemblent à une maladie naturelle, nausées, faiblesse, perte de cheveux. Si administré en petites doses sur plusieurs semaines, ça ressemble à un cancer ou une maladie dégénérative. Mon esprit a fait des connexions que je ne voulais pas faire. En mai dernier, Henrique a été malade, pendant 3 semaines. Nausées, vomissements, fatigue extrême. Les médecins pensaient que c'était une intoxication alimentaire qui avait mal tourné. Rousseau hocha gravement. Nous avons demandé les dossiers médicaux de cette période. Nous allons tester s'il y a des traces de thallium dans son système. Ça reste dans les cheveux et les ongles pendant des mois. Damien essayait déjà de nous tuer en mai? Ma voix était à peine un murmure. Nous le pensons. Mais soit il n'a pas utilisé assez, soit votre mari était plus résistant qu'il ne le pensait. Alors, il a changé de méthode. Il est passé du poison lent à l'accident rapide. J'ai vomi. Pour la première fois depuis la chute, j'ai vraiment vomi, plié en deux, mon corps rejetant la réalité que mon esprit ne pouvait pas accepter. Mon fils avait essayé de nous empoisonner. Et quand ça n'avait pas marché, il nous avait poussés d'une falaise. Ce n'était pas un crime passionnel. Ce n'était pas une décision impulsive. C'était un plan méthodique, réfléchi, exécuté avec la patience d'un prédateur. Les tests sont revenus positifs. Henrique avait des niveaux élevés de thallium dans ses cheveux de mai 2024. Quelqu'un l'avait empoisonné. Et nous savions tous qui. Cette révélation a ajouté une nouvelle accusation au dossier. Tentative d'empoisonnement. La peine potentielle pour Damien venait de grimper encore. Mais pour moi, ce n'était pas une question de peine. C'était une question de vérité. Mon fils n'était pas juste un meurtrier opportuniste. Il était un tueur en série patient et calculé qui avait tué une fois à 15 ans, avait attendu 27 ans, puis avait essayé à nouveau, 2 fois. Et la seule raison pour laquelle nous étions vivants était la chance, et un téléphone qui enregistrait. En février 2025, 1 mois avant le procès, j'ai reçu une lettre. Pas de l'avocat, pas de la police, de Damien. Elle était arrivée à notre appartement de Bordeaux, l'adresse probablement donnée par son avocat. L'enveloppe était blanche, standard. Mon nom écrit de sa main familière. J'ai failli la brûler sans l'ouvrir. Mais je ne pouvais pas. J'avais besoin de savoir. Chère maman, je sais que tu ne veux probablement pas avoir de mes nouvelles. Je sais que je t'ai fait du mal d'une manière impardonnable, mais je dois essayer de t'expliquer. J'avais 15 ans quand j'ai poussé Ricardo. 15 ans. Je n'étais qu'un enfant. J'étais jaloux, en colère, perdu. Je ne comprenais pas la mort. Je ne comprenais pas que c'était permanent. Je pensais juste que s'il n'était plus là, vous me verriez enfin. Et après, quand j'ai réalisé ce que j'avais fait, il était trop tard. Papa a trouvé mon cahier. Il m'a confronté. J'ai vu la déception dans ses yeux. J'ai pensé qu'il allait me dénoncer. Mais il ne l'a pas fait. Il m'a protégée. Et cette protection est devenue ma prison.
Pendant 25 ans, j'ai vécu avec ça. Chaque jour me réveillant et sachant que j'avais tué mon frère, que vous m'aimiez seulement parce que vous ne saviez pas ce que j'étais vraiment. C'était une torture, maman. Une torture que je m'infligeais moi-même. Et puis Mélissa est entrée dans ma vie. Elle m'acceptait. Elle ne savait rien de Ricardo. Elle m'aimait pour moi. Mais elle voulait une belle vie, des voyages, des choses, une maison. Et je voulais la lui donner. Je voulais être quelqu'un qu'elle pouvait respecter. L'argent que tu m'as donné n'a jamais été suffisant. Parce que ce n'était pas vraiment un cadeau, n'est-ce pas? C'était du chantage. Papa payait mon silence. Et je détestais ça. Je détestais être celui qui extorquait ses propres parents. Alors oui, j'ai pensé à ce qui s'est passé dans les Alpes. J'ai pensé que si vous n'étiez plus là, je serais libre. Libre de la culpabilité, libre du chantage, libre de recommencer. Mais je me suis trompée, je me suis tellement trompée, parce que maintenant je suis en prison, attendant un procès qui va probablement me condamner à perpétuité. Et la seule chose à laquelle je pense, c'est toi. Tes chansons, tes soupes-scoopes de lentilles, la façon dont tu repassais mes chemises avec ce soin méticuleux même quand j'étais adulte. Tu étais une bonne mère, maman. Je ne l'ai jamais dit assez. Tu aimais Ricardo, oui. Mais tu m'aimais aussi. Je le sais maintenant. Je l'ai toujours su. J'étais juste trop plein de colère pour l'accepter. Je ne te demande pas de pardon. Je sais que c'est impossible. Je te demande juste, s'il te plaît, ne témoigne pas contre moi. S'il te plaît. Je suis toujours ton fils. Même après tout. Je suis toujours le bébé que tu as bercé, le petit garçon qui avait peur du noir et qui venait dans ta chambre la nuit. Ne me détruis pas complètement. S'il te plaît. Ton fils. Damien, j'ai lu cette lettre 3 fois. Et à chaque lecture, je sentais quelque chose se durcir dans ma poitrine. Il essayait de me manipuler. Encore. Avec des souvenirs. Avec de la nostalgie. Avec l'amour d'une mère qu'il savait indestructible. Mais je n'étais plus la même femme. La Josiane qui aurait fondu en larmes en lisant cette lettre était morte sur cette falaise. J'ai pris un stylo et j'ai écrit ma réponse au dos de sa lettre. Damien, tu as raison. Tu étais mon fils. Le petit garçon qui avait peur du noir. Mais ce garçon est mort le jour où tu as poussé ton frère. Et l'homme que tu es devenu a essayé de me tuer. Je témoignerai. Pour Ricardo. Pour Henrique. Pour moi. Et un jour peut-être, tu comprendras que l'amour d'une mère n'est pas de protéger son enfant de toutes les conséquences. C'est de lui apprendre que les actions ont un prix. Tu vas le payer maintenant. Josiane. J'ai mis la lettre dans une enveloppe. Je l'ai postée. Et je n'ai plus jamais eu de nouvelles de lui. Le 15 mars 2025 approchait. Le jour où je monterai à la barre et dirai au monde entier que mon fils était un meurtrier. Le jour où je choisirai la vérité plutôt que le sang. Le jour où Josiane Moreau finirait de mourir et quelqu'un de nouveau naîtrait vraiment. Le tribunal de grande instance de Lyon était bondé le matin du 15 mars 2025. Je suis arrivée à 8h30, 1 heure avant le début de l'audience, mais les marches du palais de justice étaient déjà envahies de journalistes, des caméras, des micros, des flashs qui explosaient comme des éclairs. Madame Moreau, comment vous sentez-vous avant de témoigner contre votre fils? Est-il vrai qu'il a aussi tué votre autre fils il y a 25 ans? Pardonnerez-vous un jour, Damien? Je n'ai répondu à aucune question. J'ai simplement avancé, appuyé sur ma canne, ma jambe avait guéri mais restait faible, avec Henrique à mon côté et la lieutenante Mercier nous escortant. Les portes massives en bois se sont ouvertes. À l'intérieur, le hall d'entrée sentait la cire d'abeille et le vieux papier. Des centaines d'années de justice imprégnaient ces murs. Aujourd'hui, c'était mon tour d'en demander. La salle d'audience était encore plus impressionnante. Plafond haut de 5 mètres, boiserie sombre, rangée de bancs publics déjà remplis. J'ai reconnu des visages, d'anciens collègues du lycée, des voisins de Lyon, même quelques élèves que j'avais eus il y a des décennies. Et au fond, derrière une vitre de sécurité, j'ai vu Damien. Il portait un costume gris foncé, probablement fourni par son avocat. Ses cheveux étaient coupés courts, son visage pâle après 5 mois de détention.
Quand nos regards se sont croisés, quelque chose a traversé ses yeux. De la supplication peut-être, ou de la rage. Je ne savais plus lire mon propre fils. Mélissa était assise séparément. De l'autre côté de la salle, elle avait maigri. Ses cheveux blonds étaient ternes, attachés en queue de cheval simple. Aucun bijou, aucun maquillage. Elle ressemblait à ce qu'elle était vraiment quand on enlevait le vernis. Une femme ordinaire qui avait fait un choix extraordinairement mauvais. « Levez-vous pour la cour !» Nous nous sommes tous levés. La juge est entrée, une femme d'environ 55 ans, cheveux gris coupés au carré, robe noire impeccable. Madame la présidente Colette Arnaud, selon la plaque sur son bureau. « L'audience est ouverte », déclara-t-elle, sa voix claire et autoritaire résonnant dans la salle. Affaire numéro 2025-0847. Le ministère public contre Damian Moreau et Mélissa Moreau. Accusés de tentative de meurtre avec préméditation, administration de substances toxiques et dans le cas de Damian Moreau. Homicide volontaire sur la personne de Ricardo Moreau. Elle a regardé l'assistance. Cette affaire a attiré une attention médiatique considérable. Je tiens à rappeler que ce tribunal est un lieu de justice, pas un cirque. Toute personne qui perturbe ces procédures sera expulsée sans avertissement. Est-ce clair ? Un murmure d'assentiment parcourut la salle. Le procureur s'est levé, maître Philippe Dubois, un homme mince d'une quarantaine d'années avec des lunettes à monture métallique et une réputation de ne jamais perdre un cas de meurtre. Madame la présidente, mesdames et messieurs les jurés, commença-t-il se tournant vers les 9 citoyens qui décideraient du sort de mon fils. Ce que vous allez entendre aujourd'hui est l'histoire d'une trahison tellement profonde, tellement calculée, qu'elle défie l'imagination humaine. Il a activé un écran qui descendit du plafond. Une photo de notre famille est apparue. Prise en 1998, un an avant la mort de Ricardo. Nous 4, souriant lors d'un pique-nique. Ricardo et Damian avaient leurs bras autour des épaules l'un de l'autre. Ils avaient l'air heureux. Cette photo a été prise 12 mois avant que Damian Moreau, alors âgé de 15 ans, assassine son frère aîné Ricardo en le poussant d'une falaise de 70 mètres dans les Pyrénées. Un murmure choqué parcourut la salle. Plusieurs jurés ont écarquillé les yeux. Pendant 25 ans, continua Dubois, Damian Moreau a vécu libre. Il a vécu avec le secret de ce qu'il avait fait. Et puis, en 2024, quand son père a menacé de révéler la vérité, Damian Moreau a décidé de tuer à nouveau. Une nouvelle image apparut. La falaise du col de la Forclaz, la à hauteur vertigineuse, les rochers déchiquetés en bas. Le 12 octobre 2024, Damian Moreau et son épouse Mélissa ont emmené ses parents en randonnée. Ils les ont conduits vers cette falaise et ils les ont poussés, les deux, simultanément, d'une hauteur de 80 mètres. Une photo de moi et Henrique dans nos lits d'hôpital apparut. Couverts de contusions, branchés à des machines, j'ai entendu quelqu'un dans le public étouffer un sanglot. Josiane et Henrique Moreau ont survécu par miracle, et ils ont survécu avec quelque chose que les accusés ne savaient même pas exister. Un enregistrement audio de 47 minutes qui capture non seulement la chute, mais aussi les conversations qui ont suivi. Les rires, les plans, les aveux. Dubois a regardé directement Damian. Nous allons vous faire écouter cet enregistrement, chaque mot, et vous comprendrez que ce n'était pas un accident, ce n'était pas un moment de passion. C'était un meurtre prémédité pour de l'argent, 2 millions d'euros, pour être précis. Il s'est rassis. L'avocat de Damian, maître Laurent Mercier, aucun lien avec la lieutenante, s'est levé. C'était un homme d'une 60aine d'années, expérimenté, avec une voix douce qui inspirait confiance. Madame la présidente, mesdames et messieurs les jurés, mon client ne nie pas que des erreurs terribles ont été commises, mais nous devons distinguer les actions d'un adolescent perturbé de 15 ans des intentions d'un homme adulte. Damian Moreau était un enfant quand Ricardo est mort. Un enfant jaloux, négligé émotionnellement, qui a fait quelque chose d'irréparable dans un moment de rage. Il a fait une pause pour effet. Quant aux événements d'octobre dernier, mon client soutient qu'il s'agissait d'un accident, que ses parents ont glissé malgré ses tentatives de les retenir.
L'enregistrement que le procureur mentionne a été fait sans le consentement de mon client et contient des paroles prononcées sous le choc, dans la panique. Des mots qui ne reflètent pas la réalité, mais le trauma d'avoir vu ses parents tomber. Plusieurs jurés prenaient des notes. D'autres avaient l'air sceptiques. Nous demanderons la clémence, continua l'avocat. Nous demanderons que la Cour considère le contexte, l'histoire familiale complexe et la possibilité de rédemption. Merci. La juge Arnaud hocha. Maître Dubois, appelez votre premier témoin. Le ministère public appelle Madame Josiane Moreau à la barre. Mon cœur s'est arrêté. Puis il a recommencé à battre, plus fort, plus rapide. C'était le moment. Je me suis levée, m'appuyant sur ma canne. Henrique a serré ma main une dernière fois. Tu peux le faire, a-t-il chuchoté. J'ai traversé l'allée centrale. Chaque pas résonnait sur le parquet ciré. J'ai senti des centaines d'yeux sur moi. J'ai senti le poids de ce moment. Je suis montée à la barre des témoins. J'ai levé la main droite. Jurez-vous de dire la vérité? Toute la vérité, rien que la vérité? Demanda le greffier. Je le jure, dis-je, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru possible. Je me suis assise. Et pour la première fois depuis 5 mois, j'ai regardé Damien directement dans les yeux pendant plus de 3 secondes. Il a détourné le regard en premier. Maître Dubois s'est approché. Madame Moreau, pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé le 12 octobre 2024? J'ai respiré profondément. Ce matin-là, mon mari m'a révélé que notre fils planifiait de nous tuer pendant une randonnée. Il avait trouvé des messages entre Damien et Mélissa détaillant leur plan. Et qu'avez-vous fait? Nous avons décidé d'y aller quand même. Mon mari a activé l'enregistrement audio sur son téléphone. Nous voulions des preuves. C'était courageux ou extrêmement dangereux. C'était nécessaire, dis-je simplement. Sans preuve, qui nous croirait? Une mère accusant son propre fils de meurtre prémédité? Dubois hocha. Racontez-nous la randonnée. Je l'ai fait, en détail. Le trajet en voiture, les fausses conversations joyeuses, l'arrivée au col de la Forclaz, la marche silencieuse. Et puis Mélissa a crié quelque chose à propos d'un aigle, dis-je, sentant ma gorge se serrer. Nous nous sommes retournés, et j'ai senti les mains, 4 mains, 2 sur mon dos, 2 sur celui de mon mari. Poussant, fort. Que s'est-il passé ensuite? Nous sommes tombés, 80 mètres. J'ai cru que j'allais mourir. J'ai senti mes os se briser. J'ai senti le sang couler. Et quand je me suis arrêtée, coincée sur une corniche rocheuse, j'ai entendu leur voix au-dessus. Qu'ont-ils dit? Mélissa a demandé si nous étions morts. Damien a dit qu'il allait descendre vérifier, mais qu'il y avait du sang partout et que nous ne bougions pas. Puis, ma voix s'est brisée. Puis ils ont ri. Ils ont ri et ils ont parlé de ce qu'ils allaient faire en faire avec notre âge. Un silence absolu régnait dans la salle. Plusieurs jurés avaient des larmes aux yeux. Madame Moreau, dit doucement Dubois, je sais que c'est difficile, mais j'ai besoin que vous regardiez l'accusé et que vous nous disiez, est-ce l'homme qui vous a poussé de cette falaise? Je me suis tournée. J'ai regardé Damien. Il avait les yeux baissés, fixant ses mains menottées. Oui, dis-je, ma voix claire et forte. C'est mon fils, et c'est l'homme qui a essayé de me tuer. Dubois retourna à sa table et prit un dossier. Madame la Présidente, avec votre permission, j'aimerais maintenant faire écouter l'enregistrement du 12 octobre. Permission accordée. Les lumières se sont tamisées. Les haut-parleurs se sont activés. Et pendant 47 minutes, la salle entière a écouté. Les conversations dans le chalet, le trajet en voiture, la randonnée, la chute, ce bruit terrible, viscéral, de corps heurtant la roche, mes cris, les gémissements d'Henrik, puis les voix, claires, indéniables. Tu crois qu'ils sont morts? Regarde, il y a du sang partout. Ils bougent pas. Le rire. Acabou Mélissa, agora somos ricos. Enfin, tu sais ce que je vais faire en premier? Un voyage aux Maldives. Plusieurs personnes dans le public pleuraient ouvertement maintenant. Une femme a dû sortir, incapable de supporter l'écoute. Les jurés étaient pétrifiés. 3 d'entre eux avaient les larmes qui coulaient silencieusement sur leurs joues. Quand l'enregistrement s'est terminé, le silence était si profond qu'on aurait pu entendre un cœur battre.
La juge Arnaud s'est éclairci la gorge. Maître Mercier, souhaitez-vous contre-interroger le témoin? L'avocat de Damien s'est levé lentement. Il avait l'air d'un homme qui sait qu'il a déjà perdu. Madame Moreau, commença-t-il doucement, vous aimez votre fils? La question m'a frappé comme une gifle. Je l'aimais. J'aimais le petit garçon qu'il était. Mais cet homme, je regardais Damien. Cet homme, je ne le connais pas. Si votre fils montrait du remords, s'il vous demandait pardon, pourriez-vous le lui accorder? J'ai réfléchi longtemps à cette question. Toute la salle attendait ma réponse. Maître Mercier, dis-je finalement, le pardon n'efface pas les conséquences. Mon fils a tué Ricardo. Il a essayé de nous tuer, mon mari et moi. Même si je lui pardonnais, et je ne sais pas si je le peux, il doit quand même payer pour ce qu'il a fait. C'est ce que signifie être un adulte. C'est ce que signifie vivre en société. Les actions ont des prix. Mais c'est votre fils. Et Ricardo était aussi mon fils, coupai-je, ma voix montant. Et il mérite justice. Il la mérite depuis 25 ans. Et je ne le laisserai pas attendre un jour de plus. Mercier hocha, comprenant qu'il n'irait nulle part avec cette ligne d'interrogation. Pas d'autres questions. Je suis descendu de la barre. En passant devant la table de la défense, Damien a levé les yeux. « Maman !» a-t-il murmuré, si doucement que seuls ceux à proximité ont pu l'entendre. « Je suis désolé. » Je me suis arrêtée. Je l'ai regardé. « Moi aussi, » ai-je dit. « Je suis désolée de ne pas avoir vu plus tôt ce que tu étais. » Les jours suivants ont vu défiler d'autres témoins. Henrique, qui a raconté la découverte du cahier de Damien 25 ans plus tôt. Le capitaine Rousseau, qui a détaillé les preuves. Les médecins légistes, qui ont expliqué les fractures de Ricardo. Les experts informatiques, qui ont montré les recherches de Damien sur les poisons et les meurtres. Maître Dubois a projeté les messages WhatsApp sur grand écran pour que tous puissent en les lire. Les plans, les calculs, la froideur. Mélissa a témoigné en sa propre défense, pleurant, disant qu'elle avait été manipulée par Damien, qu'elle ne voulait pas vraiment que nous mourions. « Alors pourquoi avez-vous ri ?» a demandé Dubois. « Sur l'enregistrement, on vous entend rire après leur chute. » Elle n'avait pas de réponse. Damien n'a pas témoigné. Son avocat lui a conseillé de ne pas le faire. Probablement sage, car chaque mot qu'il aurait prononcé aurait été démoli par les preuves. Le 25 mars, après 10 jours de procès, les plaidoiries finales ont commencé. Dubois a été brillant. Il a résumé chaque preuve, chaque message, chaque mensonge. Il a montré des photos de Ricardo souriant, puis de son corps exhumé. Il a montré des photos de moi et Henrique dans nos lits d'hôpital. Damien Moreau a eu 25 ans pour se repentir, a-t-il conclu. 25 ans pour confesser, pour demander pardon. Il ne l'a pas fait. Au lieu de ça, il a essayé de tuer à nouveau, il a empoisonné son père, et quand ça n'a pas marché, il les a poussés tous les deux d'une falaise. Ce n'est pas un homme qui mérite la clémence, c'est un prédateur qui doit être retiré de la société. Pour toujours. L'avocat de Damien a fait de son mieux. Il a parlé de l'adolescent perturbé, du père qui avait caché les preuves, de la pression psychologique, de la possibilité de rédemption. Mais ces mots sonnaient creux face aux enregistrements, face aux preuves, face à la vérité. Le 26 mars 2025, les jurés se sont retirés pour délibérer. Ils sont revenus 6 heures plus tard. « Avez-vous atteint un verdict ?» demanda la juge Arnaud. Le chef du jury, un homme d'une 50aine d'années, s'est levé. « Oui, Madame la Présidente. Pour l'accusation d'homicide volontaire sur Ricardo Moreau, comment jugez-vous l'accusé ?»« Coupable. » Le mot a résonné comme un coup de tonnerre. Pour l'accusation de tentative de meurtre avec préméditation sur Josiane et Henrique Moreau, coupable. Pour l'accusation d'administration de substances toxiques, coupable. Damien s'est effondré sur sa chaise. Mélissa, jugée séparément, a reçu un verdict similaire. Coupable de complicité sur toutes les accusations. La juge Arnaud a pris son marteau. Damien Moreau, ce tribunal vous condamne à la réclusion criminelle à perpétuité, avec une période de sûreté de 30 ans. Vous ne serez pas éligible à la libération conditionnelle avant 2055. Damien avait 42 ans.
2 ans. Il aurait 12 ans avant même de pouvoir demander sa libération, si elle était accordée. Mélissa Moreau, vous êtes condamnée à 30 ans de réclusion criminelle, avec une période de sûreté de 20 ans. Le marteau est tombé. Pam. L'audience est levée. Damian a été emmené, menotté, par 2 gardes. En passant devant moi, il s'est arrêté. « Maman !» J'ai levé les yeux. « Je t'aimais vraiment », a-t-il dit, les larmes coulant. « C'est la vérité. Je t'aimais. »« Je sais », ai-je répondu doucement. Mais l'amour sans respect, sans limite, sans conséquence, ce n'est pas vraiment de l'amour. C'est juste de la dépendance toxique. Tu ne me reverras jamais ? J'ai réfléchi longtemps à cette question. Je ne sais pas. Peut-être qu'un jour, dans plusieurs années, quand j'aurai guéri, peut-être. Mais pas maintenant. Pas bientôt. Il hocha, comprenant que c'était tout ce qu'il obtiendrait. Les gardes l'ont emmené. La porte s'est fermée derrière lui. Et je suis restée là, debout dans le tribunal vidé, Henrique à mes côtés, et j'ai réalisé quelque chose. Pour la première fois depuis 25 ans, Ricardo avait justice. Pour la première fois depuis 5 mois, j'étais en sécurité. Pour la première fois de ma vie, j'étais libre. Libre de la culpabilité, libre de la peur, libre du mensonge d'être une famille parfaite. « C'est fini », murmura Henrique, me serrant contre lui. « Non », dis-je doucement, regardant par les fenêtres du tribunal vers le ciel bleu de Lyon. « Ce n'est pas fini, c'est le début. » 6 mois plus tard, septembre 2025, le soleil de Bordeaux entrait par les grandes fenêtres de notre petit appartement rue Sainte-Catherine, réchauffant les lattes de bois clair du parquet. J'étais debout devant le miroir de la salle de bain et pendant un moment, je n'ai pas reconnu la femme qui me regardait. Avant, j'avais les cheveux gris tirés en chignon serré, si serrés que ça me donnait des maux de tête. Des robes longues et ternes dans des tons de gris et de beige qui me rendaient invisible. Des épaules courbées sous le poids de décennies de sacrifices silencieux. Des yeux qui regardaient toujours vers le bas. Maintenant, mes cheveux étaient coupés aux épaules avec des mèches châtain clair que la coiffeuse n'avait ajoutées. « Pour vous donner de la lumière », avait-elle dit. Ils ondulaient naturellement, libres, respirants. Je portais un chemisier bleu ciel que j'avais acheté dans une petite boutique du quartier Saint-Michel. La première fois en 40 ans que j'achetais quelque chose juste parce qu'il me plaisait, pas parce qu'il était en solde. Des lunettes à monture moderne en acétate bordeaux remplaçaient mes vieilles lunettes métalliques. Mon dos était droit, mes épaules en arrière. Et quand je me regardais dans le miroir, je souriais, un vrai sourire, pas celui que je forçais pour les photos de famille, un sourire qui venait de l'intérieur. « Josiane ?» La voix d'Henrique venait de la cuisine. « Le café est prêt, et Léa et Thomas vont arriver dans 20 minutes. » Léa et Thomas, les enfants de Damien, mes petits-enfants, 8 et 6 ans maintenant. Ils vivaient avec du chien, mais j'étais avec chien, depuis avril, quand les services sociaux les avaient retirés de la garde de la mère de Mélissa qui n'arrivait pas à gérer 2 enfants traumatisés. Au début, je ne savais pas si je pouvais le faire. Élever les enfants de l'homme qui avait essayé de me tuer. Regarder leur visage et y voir des échos du sien. Mais Henrique avait dit quelque chose qui avait changé ma perspective. Ce sont des victimes aussi. Peut-être les plus grandes victimes de toutes. Ils ont perdu leurs parents. Pas à la mort, mais à quelque chose de pire. À la honte, au crime. Ils vont grandir en sachant que leur père est un meurtrier et que leur mère l'a aidé. Ils ont besoin de nous pour leur montrer qu'ils ne sont pas définis par ça. Il avait raison. Je suis sortie de la salle de bain et j'ai trouvé Henrique dans la cuisine, préparant le petit déjeuner. Il avait lui aussi changé. Ses épaules, cette chille, n'étaient plus courbées par la culpabilité. Ses mains ne tremblaient plus. Il avait accepté sa peine avec sursis pour obstruction à la justice, fait ses heures de service communautaire, et s'était pardonné. Ou du moins, il essayait. « Tu es belle », dit-il en me voyant. Et il le pensait vraiment. Après 42 ans de mariage, je pouvais encore voir l'amour dans ses yeux.
Je me sens belle, répondis-je honnêtement. Pour la première fois, peut-être jamais. La sonnette a retenti. Léa et Thomas. J'ai ouvert la porte et ils se sont précipités à l'intérieur, leur sac à dos rebondissant. Léa, avec ses couettes brunes et son sourire édenté, elle avait perdu sa première dent de devant la semaine dernière. Thomas, plus timide, avec ses grands yeux sombres qui observaient tout. « Mamie, mamie !» cria Léa. « On a fait de la peinture à l'école aujourd'hui et j'ai fait un tableau pour toi. » Elle a sorti une feuille de papier couverte de peinture. Des formes abstraites en bleu et jaune. « C'est nous. Regarde, ça c'est toi, ça c'est papy, ça c'est moi et ça c'est Thomas. » « C'est magnifique, dis-je, m'agenouillant pour être à sa hauteur. Ma jambe protestait encore parfois, mais je l'ignorais. On va l'accrocher sur le réfrigérateur avec les autres. Thomas s'est approché plus lentement. « Mamie, est-ce qu'on peut aller au parc aujourd'hui? Tu as dit qu'on pourrait nourrir les canards. »« Bien sûr, mon cœur. Après le goûter. » Ils ont couru vers la cuisine où Henrik les attendait avec du pain et de la confiture. Je les ai regardés, ces deux petites vies innocentes, et j'ai senti quelque chose de chaud se répandre dans ma poitrine. L'espoir. C'était de l'espoir. L'après-midi, nous sommes allés au jardin public, un magnifique parc au cœur de Bordeaux, avec un grand lac où les canards et les cygnes nageaient paresseusement. Léa et Thomas ont couru vers le bord de l'eau avec leurs sacs de graines que nous avions achetés à l'entrée. « Doucement !» ai-je appelé. « Ne vous approchez pas trop du bord. » Henrik et moi, nous sommes assis sur un banc à l'ombre d'un platane centenaire. De là, nous pouvions voir les enfants rire et jeter des graines, les canards se bousculant pour attraper chaque morceau. « Tu sais, » dit Henrik doucement, « je n'ai jamais pensé que nous aurions ça. Après tout ce qui s'est passé, cette paix. Ce n'est pas vraiment de la paix, dis-je honnêtement, c'est plutôt une acceptation. Une reconnaissance que le passé est le passé et que nous ne pouvons pas le changer. Mais nous pouvons changer ce qui vient ensuite. Tu penses encore à lui? Je n'ai pas eu besoin de demander de qui il parlait. Tous les jours, admis-je, je pense à Damien tous les jours. Je me demande s'il dort bien dans sa cellule, s'il pense à nous, s'il regrette vraiment. Mais ensuite, je regarde Léa et Thomas et je réalise que mon énergie est mieux utilisée ici. Avec eux. Avec toi, pas perdu dans ce qui aurait pu être. Tu lui as écrit? Non, pas encore. Peut-être un jour, quand ça ne fera plus aussi mal. Un silence confortable s'est installé entre nous. Les enfants criaient de joie alors qu'un cygne s'approchait d'eux. « Et l'association ?» demanda Henrik. « Comment ça avance ?» L'association. Mon projet. Ma rédemption. En juillet, avec l'aide de la lieutenante Mercier et d'un groupe de psychologues, j'avais fondé une association appelée « Seconde Vie », dédiée à aider les victimes de violences familiales. Nous offrions un soutien psychologique, une aide juridique et surtout un espace sûr pour parler. Nous avons 15 membres maintenant, dis-je, sentant la fierté gonfler ma poitrine. 15 personnes qui ont été trahies par leur propre famille et qui essaient de reconstruire. La semaine dernière, une femme de 68 ans est venue. Son fils l'avait escroquée de 400 000 €. Elle pensait qu'elle était la seule à qui c'était arrivé. Qu'elle était stupide, faible. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai raconté mon histoire. Toute. Et je lui dis que l'amour nous rend vulnérables. Mais que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse. C'est juste humain. Et que les gens qui exploitent cet amour sont les faibles. Pas nous. Henrik a serré ma main. Tu es incroyable. Non, dis-je. Je suis juste une survivante, comme tous les autres membres de l'association. Les mois avaient également apporté quelque chose d'inattendu. L'attention médiatique. Notre histoire était devenue nationale. L'affaire de la falaise de l'amour trahi, c'est ainsi que les médias l'avaient appelée. Des articles dans Le Monde, Libération, Le Figaro. Une interview à la télévision sur France 2. Un documentaire en préparation pour Netflix. Au début, je détestais ça. L'invasion de ma vie privée.
les journalistes qui m'attendaient devant de l'appartement, les inconnus qui me reconnaissaient dans la rue. Mais ensuite, quelque chose d'étrange s'est produit. Les gens ont commencé à me contacter. Des dizaines, puis des centaines de personnes avec leurs propres histoires de trahison familiale, de parents volés par leurs enfants, de confiance trahie, de cœurs brisés. « Vous m'avez donné le courage de dénoncer mon frère », écrivait une femme de Marseille. « Grâce à vous, j'ai reporté ma fille à la police », écrivait un homme de Paris. « Vous m'avez montré que je ne suis pas seule », écrivait une femme de Toulouse. Et j'ai réalisé que ma douleur, aussi terrible soit-elle, avait un but. Elle pouvait aider d'autres personnes. Elle pouvait être une lumière dans leur obscurité. C'est devenu ma mission. Le soir, après avoir couché Léa et Thomas, je me suis assise à mon bureau et j'ai ouvert mon ordinateur portable, un nouveau modèle que Henrik m'avait acheté en mai. J'avais commencé à écrire un livre, mes mémoires, pas pour la gloire, pas pour l'argent, mais parce que je voulais que les gens sachent que la survie est possible, que la justice existe, que même quand tout semble perdu, il y a toujours un chemin vers la lumière. Le titre du livre était simple, « La chute qui m'a sauvée ». J'ai ouvert le dernier chapitre, celui que j'écrivais ce soir-là. Le chapitre final. À tous ceux qui lisent ceci, j'ai commencé à taper. À tous ceux qui ont été trahis par quelqu'un qu'ils aimaient. À tous ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas survivre. Voici ce que je veux que vous sachiez. Mes doigts ont volé sur le clavier. Pendant 40 ans, je me suis effacée. Je me suis rendue invisible. Petite, silencieuse. J'ai pensé que c'était de l'amour. J'ai pensé que c'était du sacrifice. Mais ce n'était pas ça. C'était de la peur, peur de prendre de la place, peur de dire non, peur d'exister pleinement. Et puis mon fils m'a poussé d'une falaise. Il a essayé de m'effacer complètement, de me supprimer de la terre. Mais dans cette chute, quelque chose de miraculeux s'est produit. La vieille Josiane, celle qui avait peur, qui se taisait, qui acceptait tout, est morte. Et une nouvelle Josiane est née. Celle qui parle, qui se défend, qui dit non, qui prend de la place. Mon fils voulait me détruire pour de l'argent. Mais il a fait quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Il m'a libérée. Alors à vous qui souffrez, sachez que la trahison fait mal. Elle déchire, elle brise, mais elle ne doit pas vous définir. Vous êtes plus que ce qui vous est arrivé. Vous êtes plus que les personnes qui vous ont blessé. Vous êtes des survivants. Et la survie est le premier pas vers la renaissance. Levez-vous, parlez, demandez justice. Et si la justice ne vient pas du système, créez-la vous-même, en vivant, en vous épanouissant, en refusant de laisser votre douleur avoir le dernier mot. Mon nom est Josiane Moreau. J'ai 60 ans. Mon fils a tué mon autre fils. Mon fils a essayé de me tuer. Mais je suis toujours là, debout, forte, libre. Et vous pouvez l'être aussi. J'ai sauvegardé le document. J'ai fermé l'ordinateur. Et je suis allée à la fenêtre. Bordeaux s'étendait devant moi, les lumières de la ville scintillant comme des étoiles terrestres. Quelque part dans cette ville, il y avait d'autres Josiane, d'autres personnes trahies, brisées, perdues. Mais maintenant, ils avaient une voix, ils avaient une histoire, ils avaient un exemple. Et parfois, c'est tout ce dont on a besoin pour continuer. Henrik est venu derrière moi, en roulant ses bras autour de ma taille. « À quoi tu penses ?» « Je pense, dis-je lentement, que pendant 40 ans, j'ai eu peur de tomber, peur d'échouer, peur de tout perdre. Et maintenant, je me suis retournée pour le regarder, ce visage que je connaissais depuis plus de 4 décennies, ce visage qui avait vieilli avec le mien, qui avait traversé le mensonge et était ressorti de l'autre côté. Maintenant, je sais que même quand on tombe, même de 80 mètres, on peut atterrir, on peut survivre, et on peut se relever et voler. Il a souri. « Tu voles déjà ?»« Non, dis-je doucement, regardant de nouveau par la fenêtre vers le ciel nocturne de septembre. Pas encore, mais je réapprends, un battement d'ailes à la fois. Et c'était vrai. Je n'étais pas encore guérie. La douleur était toujours là, tapie dans les recoins sombres de mon cœur. Parfois, la nuit,
Je faisais encore des cauchemars. Je revoyais les mains qui poussaient, j'entendais le rire. Mais chaque matin, je me réveillais. Je me levais. Je souriais aux enfants. J'allais à mes réunions de l'association. J'écrivais mon livre. Je vivais. Et chaque jour, ça devenait un peu plus facile. Pas facile, jamais facile, mais plus facile. C'était tout ce que je pouvais demander. 6 mois après être tombée d'une falaise, j'étais debout. Pas au même endroit qu'avant. Pas la même personne. Meilleure. Plus forte. Plus vraie. Mon fils avait voulu m'enterrer. Mais il avait oublié quelque chose d'important. Les graines qu'on enterre ne meurent pas. Elles germent. Elles poussent. Elles deviennent quelque chose de nouveau. Quelque chose de magnifique. Et c'est exactement ce que j'étais devenue. Une graine qui avait été enterrée dans l'obscurité, dans la trahison, dans la douleur, mais qui avait trouvé son chemin vers la lumière et qui maintenant fleurissait